Imaginez un pays où les bébés de 3 ans deviennent mères, où les morts votent mieux que les vivants, et où des femmes de 130 ans accouchent encore. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le système de Ouattara vient d'être pris la main dans le sac dans la plus grande fraude électorale de l'histoire du pays. Si vous voulez connaître toute la vérité sur ce scandale qui fait trembler toute l'Afrique, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision de la politique africaine. La Côte d'Ivoire vit actuellement l'un des scandales électoraux les plus retentissants de son histoire politique. Ce qui semblait être une élection ordinaire s'est transformé en une révélation explosive qui secoue les fondements mêmes de la démocratie ivoirienne. Les listes électorales officielles, censées être le reflet exact de la population votante, ont révélé des anomalies si grotesques qu'elles défient toute logique humaine et administrative. Des électeurs âgés, de 3 ans, des mères ayant accouché à plus de 130 ans, des villages entiers où le nombre de votants dépasse la population totale. Ces chiffres ne sont pas le fruit d'une rumeur ou d'une campagne de diffamation, mais proviennent directement des documents officiels publiés par les autorités électorales elles-mêmes. Cette situation inédite a provoqué une onde de choc à travers tout le pays, transformant la colère populaire en un mouvement de contestation massive. Le peuple ivoirien, longtemps patient face aux dysfonctionnements administratifs, découvre avec stupeur l'ampleur d'une manipulation systématique qui remet en question la légitimité même du processus démocratique. Le choc initial a rapidement cédé la place à une indignation collective sans précédent dans l'histoire politique récente du pays. Sur les réseaux sociaux, des milliers de citoyens ont commencé à partager leurs propres découvertes, créant une véritable enquête citoyenne collaborative. Des vidéos virales montrent des Ivoiriens en larmes, découvrant qu'ils ont été purement et simplement effacés des listes électorales, tandis que d'autres constatent qu'ils ont été mystérieusement transférés dans des circonscriptions qu'ils n'ont jamais habitées. Certains électeurs ont même découvert qu'ils avaient été dupliqués, leur identité apparaissant dans plusieurs bureaux de vote simultanément. Cette situation kafkaïenne a créé un climat de méfiance généralisé envers l'ensemble du système électoral. Les témoignages se multiplient, chacun plus troublant que le précédent, dessinant le portrait d'une fraude organisée à grande échelle. Les citoyens ne se contentent plus d'accepter passivement les explications officielles qui parlent de simples erreurs informatiques ou de bugs techniques mineurs. L'analyse approfondie des listes électorales révèle des patterns impossibles à expliquer par de simples dysfonctionnements administratifs. Dans la ville de Divo, un homme enregistré sous le nom de Kwadio Justine Djakouri possède une fiche où sa mère est née en 1852, ce qui signifierait qu'elle aurait accouché à l'âge de 131 ans. Avama Bouaké, une jeune femme nommée Apo Géraldine Avou, aurait été mise au monde par une mère âgée de 90 ans au moment de l'accouchement. Ces aberrations biologiques se comptent par dizaines de milliers à travers tout le territoire national. Des informaticiens indépendants ont analysé les bases de données et confirmé que ces anomalies ne peuvent résulter d'erreurs de saisie aléatoires. La distribution statistique des erreurs révèle au contraire une manipulation délibérée et coordonnée. Des zones entières présentent des taux de participation dépassant largement les 100%, phénomène mathématiquement impossible sans ajout artificiel d'électeurs fantômes. Le cas le plus emblématique reste celui de ces prétendues mères âgées de 3 ans, une situation qui a provoqué l'hilarité, autant que l'indignation sur les réseaux sociaux africains. Comment expliquer qu'un système électoral puisse enregistrer des enfants en bas âge comme électeurs, voire comme élus locaux? Cette question simple met en lumière l'ampleur du dysfonctionnement, ou plutôt de la manipulation systématique du fichier électoral. Les explications officielles évoquant des problèmes techniques ne convainquent personne, tant les anomalies sont nombreuses et variées. Des journalistes d'investigation ont découvert que dans certaines localités rurales, des électeurs décédés depuis plusieurs années continuaient d'apparaître sur les listes et auraient même participé au scrutin selon les procès-verbaux officiels. Cette résurrection électorale massive pose la question fondamentale de l'intégrité de tout le processus démocratique. Les familles des défunts, confrontées à cette situation surréaliste, témoignent de leur incompréhension et de leur sentiment de profanation. Au-delà des cas individuels,
c'est toute l'architecture du système électoral qui vacille sous le poids des révélations successives. Des observateurs indépendants ont établi des cartes détaillées montrant la répartition géographique des anomalies et les résultats sont édifiants. Les zones traditionnellement favorables à l'opposition présentent des taux d'électeurs radiés ou déplacés significativement plus élevés que les bastions du pouvoir. Inversement, les régions acquises au régime affichent des inscriptions massives d'électeurs nouveaux, souvent impossibles à vérifier physiquement. Cette corrélation entre géographie politique et manipulation électorale ne peut être le fruit du hasard. Elle révèle une stratégie délibérée visant à modifier l'équilibre électoral en faveur du pouvoir en place. Les statisticiens qui ont analysé les données parlent d'une probabilité quasi nulle que ces anomalies résultent de processus aléatoires ou d'erreurs administratives ordinaires. Le caractère systématique et orienté des manipulations ne laisse aucun doute sur leur nature intentionnelle. La découverte de ces irrégularités massives a également mis en lumière les failles béantes du système de contrôle et de vérification censé garantir l'intégrité du processus électoral. Comment la Commission électorale indépendante, supposée être le garant de la transparence, a-t-elle pu valider des listes aussi manifestement frauduleuses? Cette question embarrassante révèle soit une incompétence généralisée, soit une complicité active dans la manipulation. Les membres de cette commission, nommés selon un équilibre politique théorique, semblent avoir failli à leur mission fondamentale de protection du vote citoyen. Les procédures de vérification, si elles ont été appliquées, se sont révélées totalement inefficaces face à une fraude de cette ampleur. Les observateurs internationaux, qui ont validé les processus préliminaires, sont également mis en cause, leur crédibilité étant désormais sérieusement entamée. Cette défaillance généralisée des mécanismes de contrôle pose la question de la réforme profonde de tout le système électoral ivoirien. L'impact psychologique de ces révélations sur la population ivoirienne ne peut être sous-estimé. Pour beaucoup de citoyens, cette découverte représente la trahison ultime d'un pacte social déjà fragilisé par des années de tensions politiques et de promesses non tenues. Le vote, considéré comme l'expression sacrée de la souveraineté populaire, a été transformé en une mascarade où les choix réels des électeurs comptent moins que les manipulations administratives. Cette désacralisation du processus démocratique crée un sentiment de dépossession collective qui transcende les clivages politiques traditionnels. Même des sympathisants du régime en place expriment leur malaise face à l'évidence de la fraude. Le consensus national qui se forme autour de l'exigence de transparence et de vérité électorale constitue un phénomène rare dans l'histoire politique récente du pays. Cette unité populaire face à la manipulation représente peut-être l'héritage le plus important de ce scandale, au-delà des péripéties politiques immédiates. Les témoignages individuels recueillis à travers le pays composent un tableau poignant de la frustration citoyenne. Une enseignante d'Abidjan raconte avoir découvert qu'elle avait été transférée dans un village à 300 km de son domicile, l'empêchant effectivement de voter. Un commerçant de Yamoussoukro constate que son nom a été remplacé par celui d'un homonyme, né 40 ans avant lui. Une jeune diplômée de Bouaké découvre qu'elle est enregistrée comme ayant 75 ans alors qu'elle vient de fêter son 25e anniversaire. Ces histoires, multipliées par dizaines de milliers, dessinent le portrait d'un système qui a délibérément sacrifié les droits individuels sur l'autel d'une stratégie électorale globale. Chaque témoignage représente une vie perturbée, un droit bafoué, une confiance trahie. La dimension humaine de cette fraude massive ne doit pas être occultée par les analyses statistiques et politiques. Derrière chaque anomalie se cache un citoyen privé de sa voix démocratique. La complexité de l'opération de falsification révélée en Côte d'Ivoire témoigne d'une organisation méthodique qui dépasse largement le cadre d'initiatives locales isolées. Les enquêtes menées par des journalistes indépendants et des organisations de la société civile ont permis de reconstituer progressivement les rouages d'une machine bien huilée, impliquant plusieurs niveaux de l'administration publique. Au sommet de cette pyramide se trouvent des décideurs politiques qui ont conçu la stratégie globale de manipulation électorale, définissant les objectifs chiffrés par région et par type d'intervention. Ces stratèges ont ensuite mobilisé des relais administratifs à tous les échelons, depuis les ministères centraux
jusqu'aux plus petites sous-préfectures rurales. L'ampleur de cette mobilisation suggère une préparation de longue date, probablement amorcée plusieurs mois avant la publication des listes électorales. Les ressources financières considérables nécessaires à une telle opération indiquent également l'implication de structures disposant de moyens importants. La coordination entre les différents acteurs révèle une hiérarchie claire et des canaux de communication efficaces, malgré le risque inhérent à la multiplication des intervenants. Le rôle central des informaticiens dans cette manipulation massive ne peut être négligé. Contrairement aux fraudes électorales traditionnelles qui reposaient essentiellement sur la manipulation physique des bulletins ou des procès-verbaux, la fraude moderne s'appuie largement sur la maîtrise des systèmes informatiques et des bases de données. Des techniciens travaillant au sein de la commission électorale ont été contraints, sous pression hiérarchique ou financière, de modifier directement les fichiers électroniques contenant les informations des électeurs. Ces interventions informatiques permettent des manipulations à grande échelle impossibles à réaliser manuellement dans des délais raisonnables. Un informaticien, témoignant sous couvert d'anonymat par crainte de représailles, a révélé avoir reçu des quotas précis d'électeurs à ajouter ou à supprimer dans certaines circonscriptions. Les modifications étaient effectuées selon des algorithmes conçus pour éviter les anomalies trop flagrantes. Mais l'accumulation des interventions a fini par créer des incohérences impossibles à dissimuler. Ces témoignages techniques confirment le caractère délibéré et planifié de la fraude, éliminant définitivement l'hypothèse de simples erreurs informatiques. Les agents électoraux locaux constituent le maillon essentiel de la chaîne de fraude sur le terrain. Ces fonctionnaires, souvent sous-payés et vulnérables aux pressions, ont été instrumentalisés pour valider des inscriptions fictives ou pour radier des électeurs légitimes. Dans certains cas, ils ont reçu des listes préétablies de noms à enregistrer, accompagnés de faux documents administratifs fabriqués pour l'occasion. La production de ces faux certificats de naissance, cartes d'identité et autres pièces justificatives nécessaires à l'inscription électorale témoignent de l'existence de filières de falsification documentaire bien organisées. Des imprimeries, clandestines, protégées par des complicités au sein des forces de sécurité, auraient produit des milliers de faux documents. Les circuits de distribution de ces documents jusqu'au bureau d'inscription révèlent une logistique impressionnante. Certains agents locaux pris de remords ou craignant des poursuites judiciaires futures ont commencé à témoigner anonymement, apportant des preuves matérielles de ces manipulations. Leurs révélations permettent de comprendre comment des anomalies aussi massives ont pu être intégrées au fichier électoral officiel. La dimension transfrontalière de la fraude constitue l'un des aspects les plus troublants du scandale. Des témoignages concordants font état de mouvements organisés d'électeurs venus des pays voisins, notamment du Mali, du Burkina Faso et de Guinée. Ces ressortissants étrangers auraient été transportés en bus vers des zones frontalières ivoiriennes où des documents d'inscription électorale leur auraient été remis. Cette importation massive d'électeurs fictifs visait apparemment à compenser dans certaines régions les radiations d'électeurs légitimes de l'opposition. Les autorités douanières et policières, censées contrôler ces flux transfrontaliers, semblent avoir été soit neutralisées, soit complices de ces mouvements suspects. Des vidéos amateurs montrant des files d'attente inhabituelles dans certains bureaux de vote frontaliers ont circulé sur les réseaux sociaux, alimentant les soupçons. Les gouvernements des pays voisins, embarrassés par ces accusations, ont soit nié toute implication, soit gardé un silence prudent. Cette internationalisation de la fraude électorale ivoirienne pose des questions géopolitiques délicates sur les ingérences mutuelles entre États de la région. Les méthodes de manipulation des bases de données révèlent une sophistication technique inquiétante pour l'avenir de la démocratie électronique. Les informaticiens impliqués ont utilisé des techniques de modification en masse permettant d'altérer des dizaines de milliers d'entrées en quelques heures seulement. Des scripts automatisés généraient des dates de naissance aléatoires, créaient des filiations fictives et attribuaient des adresses dans des circonscriptions stratégiques. Ces programmes informatiques ont été conçus pour respecter certaines contraintes de vraisemblance, comme éviter de créer des électeurs trop jeunes ou des parents trop vieux. Cependant, les algorithmes imparfaits ont généré les aberrations qui ont finalement trahi l'existence de la fraude. La sauvegarde de versions antérieures des bases de données
exigées normalement par les procédures de sécurité informatique, semblent avoir été négligées ou délibérément détruites pour empêcher toute vérification ultérieure. Cette destruction de preuves numériques constitue en soi une violation grave des règles de conservation des archives électorales. Les experts en cybersécurité, qui ont analysé les fragments de données disponibles, estiment qu'une reconstruction complète du fichier électoral authentique est probablement impossible. Le financement de cette opération de fraude massive pose évidemment la question de l'origine des fonds utilisés. Les estimations des coûts de corruption des agents, de production de faux documents, de transport des électeurs fictifs et de rémunération des informaticiens complices se chiffrent en dizaines de millions de francs CFA, au minimum. Des sommes aussi importantes ne peuvent provenir que de sources disposant de ressources financières considérables, vraisemblablement liées au circuit de financement politique ou à des détournements de fonds publics. Les enquêteurs indépendants ont tenté de reconstituer les flux financiers, mais se heurtent au secret bancaire et à la complexité des montages financiers utilisés pour blanchir l'argent de la corruption électorale. Certains témoignages font état de distribution d'enveloppes d'espèces dans des réunions discrètes, méthode classique permettant d'éviter toute trace bancaire. D'autres évoquent des virements sur des comptes offshore ou l'utilisation de sociétés écrans pour justifier des paiements en apparence légaux. Le démantèlement de ces circuits financiers nécessiterait une volonté politique et des moyens d'investigation dont le pays ne dispose pas actuellement. La temporalité de la fraude révèle une planification s'étendant sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Les premières anomalies dans le fichier électoral remontent à des périodes bien antérieures à la campagne électorale proprement dite. Cette anticipation stratégique suggère que les manipulateurs ont compris l'importance du contrôle du fichier électoral comme préalable à toute victoire électorale. Les révisions périodiques des listes, théoriquement destinées à actualiser le fichier en ajoutant les nouveaux majeurs et en retirant les décédés, ont été détournées de leur objectif pour servir d'occasion de manipulation. Chaque révision a permis d'introduire progressivement des électeurs fictifs et d'éliminer des électeurs gênants dans des proportions calculées pour ne pas éveiller immédiatement les soupçons. Cette stratégie du salami, consistant à découper une fraude massive en tranches successives apparemment anodines, a failli réussir. C'est l'accumulation des anomalies sur plusieurs cycles de révision qui a finalement rendu la fraude visible et indéniable. Le caractère progressif et planifié de cette manipulation distingue ce scandale des fraudes électorales classiques, souvent improvisées au dernier moment. La révélation de la fraude électorale a agi comme un électrochoc sur la société ivoirienne, provoquant un soulèvement populaire d'une ampleur inédite depuis la crise post-électorale du début des années 2000. Ce qui distingue ce mouvement des contestations précédentes est son caractère spontané, décentralisé et transpartisan. Dès les premiers jours suivant la publication des listes électorales frauduleuses, des rassemblements se sont formés dans toutes les grandes villes du pays sans qu'aucune organisation politique ne les ait réellement coordonnés. Les réseaux sociaux ont joué un rôle catalyseur, permettant aux citoyens indignés de s'organiser rapidement et de partager en temps réel les informations sur les manifestations. Ces plateformes numériques ont également permis de contourner la censure potentielle des médias traditionnels, créant un espace d'expression et de mobilisation hors du contrôle des autorités. Les hashtags créés pour dénoncer la fraude sont rapidement atteints des millions de vues, transformant une question nationale en sujet de préoccupation panafricaine. Cette viralité numérique a donné au mouvement une résonance internationale immédiate, mettant une pression supplémentaire sur le régime. La composition sociologique du mouvement témoigne de son caractère profondément populaire et inclusif. Contrairement aux mobilisations politiques classiques, dominées généralement par les militants de partis et les groupes d'intérêt organisés, ce soulèvement a rassemblé des catégories sociales habituellement peu présentes dans l'espace public contestataire. Les femmes, notamment, ont été massivement présentes dès les premières manifestations, certaines marchant avec leurs enfants dans les bras pour symboliser leur lutte pour l'avenir de la nation. Les commerçantes des marchés, piliers économiques des villes ivoiriennes, ont parfois fermé leurs étals pour rejoindre les cortèges, un geste lourd de signification dans une société où la survie économique quotidienne prime habituellement sur l'engagement politique.
Les jeunes diplômés au chômage, frustrés par des années de promesses non tenues, ont trouvé dans ce mouvement un exutoire à leur colère accumulée. Les travailleurs du secteur informel, les transporteurs, les artisans, tous ces Ivoiriens qui forment le tissu économique et social du pays, se sont reconnus dans cette lutte pour la dignité démocratique. La jeunesse urbaine éduquée a constitué le fer de lance technologique et stratégique du mouvement. Ces jeunes, nés après les grandes crises des années 2000, refusent de voir leur pays replongé dans le chaos politique et économique. Maîtrisant parfaitement les outils numériques, ils ont créé des plateformes collaboratives pour documenter les irrégularités électorales, cartographier les manifestations et diffuser les informations en temps réel. Certains ont développé des applications permettant aux citoyens de vérifier leur inscription électorale et de signaler les anomalies. D'autres ont créé des comptes anonymes pour contourner la censure et les risques de représailles. Cette guérilla numérique a constamment gardé une longueur d'avance sur les tentatives de contrôle gouvernemental. Les influenceurs et blogueurs ivoiriens, disposant parfois de centaines de milliers d'abonnés, ont mis leur notoriété au service de la cause, transformant leur plateforme en relais d'informations alternatifs. Cette mobilisation de la jeunesse, connectée, a donné au mouvement une dimension résolument moderne, contrastant avec l'image d'un pouvoir arc-bouté sur des pratiques politiques dépassées. Les manifestations elles-mêmes ont pris des formes variées et créatives, évitant la routine des cortèges politiques traditionnels. À Abidjan, des sit-ins géants ont paralysé certains quartiers pendant des jours, les manifestants refusant de se disperser malgré les sommations des forces de l'ordre. À Bouaké, des marches silencieuses de plusieurs milliers de personnes, vêtues de blanc, ont défilé dans un silence assourdissant, rendant leur protestation encore plus impressionnante. À Yamoussoukro, capitale politique, des rassemblements devant les institutions officielles ont symboliquement rappelé aux dirigeants que la souveraineté appartient au peuple. Dans les universités, les étudiants ont organisé des amphithéâtres géants pour débattre de l'avenir démocratique du pays, transformant leur campus en espace de réflexion citoyenne. Ces initiatives décentralisées, impossibles à contrôler totalement par les autorités, ont démontré la vitalité d'une société civile longtemps considérée comme apathique. La créativité des formes de protestation a également contribué à maintenir la mobilisation dans la durée, évitant l'essoufflement qui guette souvent les mouvements contestataires. Le rôle des artistes et des intellectuels dans l'amplification du mouvement ne peut être négligé. Des musiciens populaires ont composé des chansons dénonçant la fraude, diffusées massivement sur les réseaux sociaux et reprises en chœur lors des manifestations. Des slameurs ont créé des performances virales mêlant poésie et dénonciation politique. Des cinéastes ont réalisé des courts-métrages documentant les irrégularités et les manifestations, créant une archive visuelle du mouvement. Les écrivains et universitaires ont publié des tribunes analysant la crise démocratique et proposant des solutions, nourrissant la réflexion collective. Cette mobilisation culturelle a donné au mouvement une profondeur symbolique et une légitimité intellectuelle qui le distingue d'une simple contestation politique partisane. Les créateurs culturels ont transformé la colère en œuvre d'art engagée, créant un corpus de références communes qui renforce l'identité collective du mouvement. Cette dimension culturelle assure également la transmission mémorielle de cette période, garantissant que ces événements marqueront durablement la conscience nationale ivoirienne. La solidarité entre différentes régions du pays, dépassant les clivages ethniques et géographiques traditionnels, constitue l'un des aspects les plus remarquables et les plus porteurs d'espoir de ce mouvement. Des citoyens du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, traditionnellement séparés par des identités régionales fortes et parfois manipulées politiquement, se sont reconnus dans une cause commune. Des manifestations de soutien ont été organisées dans toutes les régions pour appuyer les mobilisations d'autres zones. Des ressources financières ont été collectées pour aider les manifestants des régions les plus pauvres à maintenir leur mobilisation. Cette solidarité transcendant les fractures géographiques et ethniques démontre que l'aspiration à une démocratie authentique peut unir les Ivoiriens au-delà de leurs différences. Elle invalide également le discours politique habituel, instrumentalisant les identités régionales pour diviser l'opposition.
Cette unité retrouvée, même temporaire et fragile, offre une perspective de réconciliation nationale plus authentique que tous les discours officiels de ces dernières années. Elle rappelle que les divisions ethniques et régionales sont souvent moins profondes dans la population qu'au sein des élites politiques qui les exploitent. La résilience du mouvement face à la répression témoigne de la profondeur de la détermination populaire. Les autorités ont rapidement déployé un arsenal répressif visant à intimider et disperser les manifestants. Des gaz lacrymogènes, des canons à eau et parfois même des balles réelles ont été utilisés contre des foules désarmées. Des centaines d'arrestations ont été effectuées, souvent de manière arbitraire et violente. Des leaders d'opinion, des journalistes et des activistes ont été harcelés, interrogés, parfois emprisonnés, sous des prétextes fallacieux. Internet a subi des coupures ciblées dans certaines zones au moment critique, tentant de priver les manifestants de leur principal outil de coordination. Malgré ces intimidations, le mouvement n'a pas faibli. Chaque arrestation a suscité de nouvelles mobilisations exigeant la libération des détenus. Chaque acte de violence policière, filmé et diffusé largement, a renforcé l'indignation et gonflé les rangs des manifestants. Cette résilience révèle que le seuil de tolérance de la population face aux abus du pouvoir a été définitivement franchi. La Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui à un carrefour historique dont l'issue déterminera son évolution politique et sociale pour les décennies à venir. Le scandale électoral a ouvert une brèche dans le consensus politique fragile qui prévalait depuis la fin de la dernière crise majeure. Cette brèche révèle des fractures profondes qui n'avaient jamais été véritablement guéries, mais simplement recouvertes par un vernis de normalisation forcée. Le pays fait face à plusieurs scénarios possibles, aucun n'étant garanti et chacun dépendant de décisions et d'équilibres de force extrêmement volatiles. Le premier scénario, le plus optimiste mais aussi le plus exigeant, serait celui d'une refondation démocratique négociée. Cette voie nécessiterait que le pouvoir reconnaisse l'ampleur de la crise de légitimité et accepte d'ouvrir un dialogue véritable avec l'opposition et la société civile. Un tel dialogue ne pourrait se limiter à des ajustements cosmétiques, mais devrait aboutir à une révision profonde du système électoral, garantissant transparence et équité. Cette solution impliquerait probablement la formation d'une commission indépendante, incluant des experts internationaux, chargés de superviser une révision complète du fichier électoral et de proposer des réformes institutionnelles. La voie du dialogue et de la réforme, pour être crédible, devrait s'accompagner d'un processus de vérité et de responsabilisation concernant les fraudes avérées. Les citoyens ne se contenteront pas de promesses de faire mieux à l'avenir, sans qu'aucun compte ne soit rendu sur les manipulations passées. Cela signifierait identifier et sanctionner les responsables de la fraude, depuis les exécutants jusqu'aux commanditaires, dans le respect des procédures judiciaires. Un tel processus de justice, rare en Afrique où l'impunité des élites politiques reste la norme, enverrait un signal puissant sur le sérieux de la refondation démocratique. Il permettrait également de restaurer une partie de la confiance perdue entre citoyens et institutions. Cependant, ce scénario se heurte à de nombreux obstacles. Les bénéficiaires du système actuel, qui ont beaucoup à perdre d'une véritable transparence, résisteront avec tous les moyens à leur disposition. Les intérêts économiques considérables liés au contrôle du pouvoir politique en Côte d'Ivoire rendent improbable qu'il soit abandonné volontairement. La transition vers un système réellement démocratique menacerait les rentes et privilèges d'un groupe social habitué à considérer l'État comme un bien patrimonial. Le deuxième scénario, malheureusement plus probable compte tenu des précédents historiques, serait celui d'une répression accrue visant à étouffer la contestation. Face à un mouvement populaire qu'il ne parvient pas à contrôler par la persuasion, le pouvoir pourrait être tenté de recourir à une répression systématique et brutale. Cette stratégie consisterait à criminaliser le mouvement, à présenter les manifestants comme des manipulés ou des factieux menaçant la stabilité nationale. Les arrestations de masse, les procès expéditifs de leaders d'opinion, le contrôle total des médias et d'Internet deviendraient les instruments d'une normalisation par la force. L'histoire africaine récente offre de nombreux exemples de régimes ayant choisi cette voie face à des contestations populaires. À court terme,
Cette stratégie peut sembler efficace en dispersant physiquement les manifestations et en décapitant les structures de mobilisation. Cependant, elle ne résout aucun des problèmes de fond qui ont provoqué la crise et ne fait qu'accumuler les ressentiments pour l'avenir. Une répression réussie créerait une paix de surface masquant une société profondément divisée et traumatisée. Situation explosive qui ne demande qu'une étincelle pour exploser à nouveau. Les conséquences régionales et internationales d'une dérive autoritaire seraient inconsidérables pour la Côte d'Ivoire. Le pays a longtemps été présenté comme un modèle de réussite post-conflit et de stabilité retrouvée dans une région ouest-africaine troublée. Une répression violente du mouvement démocratique détruirait cette image soigneusement construite et compliquerait les relations avec les partenaires occidentaux. Les sanctions économiques, la suspension des aides, le retrait des investissements étrangers deviendraient des risques réels, avec des conséquences dramatiques pour une économie déjà fragilisée. Sur le plan régional, la Côte d'Ivoire perdrait son statut de puissance modératrice et de modèle démocratique, affaiblissant sa position dans les organisations sous-régionales. Les pays voisins, déjà confrontés à leurs propres défis de gouvernance, observent attentivement la situation ivoirienne qui pourrait créer un précédent dans un sens ou dans l'autre. Un succès de la répression enverrait le signal que les méthodes autoritaires restent viables, encourageant d'autres régimes tentés par cette voie. À l'inverse, une victoire du mouvement démocratique pourrait inspirer des aspirations similaires dans toute la région. Le troisième scénario, peut-être le plus dangereux, serait celui d'une impasse politique prolongée, menant à une déstabilisation progressive du pays. Dans cette hypothèse, ni le pouvoir ne parviendrait à imposer totalement sa volonté par la répression, ni le mouvement populaire n'obtiendrait les réformes exigées. Le pays entrerait alors dans une zone grise d'instabilité chronique, alternant phases de tension et d'accalmie sans résolution réelle de la crise. Cette situation rappellerait les années précédant la grande crise du début des années 2000, quand les frustrations accumulées ont fini par exploser de manière incontrôlée. Un tel scénario aurait des conséquences économiques désastreuses. Les investisseurs fuyant l'incertitude et les activités économiques se contractant face à l'instabilité permanente. Les tensions sociales s'aggraveraient, avec un risque de dérive vers des affrontements intercommunautaires si des entrepreneurs politiques sans scrupules choisissaient d'instrumentaliser les identités ethniques ou régionales. L'appareil d'État lui-même pourrait se fracturer, certains segments choisissant de soutenir le mouvement populaire, tandis que d'autres resteraient fidèles au pouvoir. La question de la loyauté des forces de sécurité représente un élément crucial dans tous ces scénarios. L'armée et la police ivoirienne, professionnalisées et réformées après les crises passées, sont théoriquement sous contrôle civil et astreintes à la neutralité politique. Cependant, ces institutions restent composées de citoyens ivoiriens qui ne sont pas insensibles aux événements et aux revendications du mouvement populaire. Des signes de malaise au sein des forces de sécurité ont déjà été rapportés. Certains policiers exprimant en privé leur réticence à réprimer violemment des concitoyens pacifiques. Si ces hésitations se transformaient en refus d'obéissance, ou pire, en ralliement au mouvement populaire, l'équilibre politique changerait radicalement. L'histoire africaine offre des exemples de régimes qui se sont effondrés quand leurs forces de sécurité ont refusé de tirer sur la population ou ont changé de camp. Le pouvoir ivoirien actuel est conscient de ce risque et multiplie probablement les mesures visant à s'assurer de la loyauté de ses troupes, que ce soit par des avantages matériels, des promotions ou au contraire par des purges préventives d'éléments jugés peu fiables. Le rôle de la communauté internationale dans la résolution de cette crise reste ambigu et potentiellement décisif. Les puissances occidentales, particulièrement la France qui maintient des liens historiques et économiques forts avec la Côte d'Ivoire, se trouvent dans une position inconfortable. D'un côté, elles ne peuvent ignorer des violations flagrantes des principes démocratiques qu'elles prétendent défendre. De l'autre, elles craignent qu'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire n'ouvre la porte à d'autres influences, notamment celles de puissances comme la Chine ou la Russie, qui ne s'embarrassent pas de considérations démocratiques. Les organisations régionales africaines, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, sont elles aussi tiraillées entre le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres et leur mandat de promotion de la démocratie et de la bonne governance. Leur capacité à jouer un rôle de médiation efficace
est limitée par leurs propres contradictions internes et par la réticence de certains États membres à établir des précédents qui pourraient un jour les concerner. Une médiation internationale crédible nécessiterait des médiateurs acceptés par toutes les parties, disposant d'une autorité morale incontestable et de moyens de pression réels sur les différents acteurs. Voilà toute la vérité sur l'effondrement du système Ouattara et cette fraude électorale monumentale qui secoue la Côte d'Ivoire. Merci pour tous vos commentaires qui enrichissent le débat. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir ce travail d'information. Et attention parce que cette histoire est loin d'être terminée. Dans les prochains jours, de nouvelles révélations encore plus explosives vont éclater et vous ne voudrez surtout pas les manquer. Restez connectés.